Si vous avez passé le collège et que le mot Pythagore vient à vos oreilles, vous allez très probablement penser à un triangle rectangle et à cette célèbre formule énonçant le lien entre la longueur du côté le plus long de ce triangle, l'hypoténuse, et ses deux autres côtés. Pour les plus matheux et musiciens d'entre vous, vous connaissez peut-être également les triplés pythagoriciens et la gamme pythagoricienne, qui s'appuient tous deux sur des rapports entre nombres entiers. Sinon, c'est à peu près tout. Pour pas mal d'entre nous, notre connaissance du personnage de Pythagore ne s'arrête qu'à une poignée de lois mathématiques, dont on ne sait même pas s'il en est le véritable auteur. Et si je vous disais qu'il était à l'origine d'une secte, qui s'est perpétrée sur des siècles entiers? Allons voir ça tout de suite. Alors avant de rentrer dans le détail de la secte et de son fonctionnement, un point histoire géo s'impose. Pythagore est inscrit dans la période pré-socratique. Cette période rassemble tous les penseurs grecs ayant vécu avant Socrate, et pour lesquels nous n'avons très peu, voire aucune, de traces écrites provenant directement d'eux. Et ça inclut Socrate aussi. Les actes ou les pensées de ces philosophes ne se sont donc transmises que de manière fragmentée par leurs disciples ou par des rapporteurs, ce qui laisse pas mal d'incohérences et de flou sur leur vie. Et dans le cas de Pythagore, les principales traces parlant de lui et de sa secte proviennent de Jamblique et Porphyre, deux philosophes du 3e et 4e siècle après Jésus-Christ, mais on retrouve des traces plus anciennes chez Philolaos, qui aurait vendu à Platon 3 livres pythagoriciens, et chez Aristote. Aristote, non mais, sans déconner quoi. Pythagore aurait vécu entre 580 et 500 avant Jésus-Christ environ. Et à cette époque-là, la Grèce était parsemée de colonies et d'îles bordant la Méditerranée. Donc tous les penseurs grecs de l'Antiquité dont vous avez entendu parler viennent pas forcément du même bled. Malgré cela, deux grandes régions se distinguent tant géographiquement que par leur sujet d'étude de prédilection. À l'ouest, la Grande Grèce, composée du sud de l'Italie et de la Sicile actuelle, abritait des villes phares comme Élée ou Crotone, plutôt tournées vers des discours métaphysiques, portant sur l'être avec un grand E, le mouvement avec un grand M, et la cosmologie, c'est-à-dire l'étude de l'origine de l'univers et de la matière. À l'est, on a la Ionie, composée des côtes de l'actuelle Turquie et des îles de la mer Égée, plutôt focalisée sur la physique au sens étymologique, c'est-à-dire à l'étude du monde naturel sous toutes ses formes. Milet et Éphèse constituaient des villes phares à l'époque, et parmi les îles, vous connaissez peut-être Lesbos et enfin Samos, où serait né notre héros du jour. Dans l'ouvrage Vie de Diogène Laërce, un biographe du 3e siècle après Jésus-Christ, on peut retrouver ce que Pythagore aurait dit au sujet de sa propre naissance. Extrait. Voici, selon Héraclite Dupont, ce que Pythagore disait de lui-même. Il était né un jour sur le nom d'Eitalides et on le croyait fils d'Hermès. Son âme s'était incarnée ensuite dans le corps de Phorbe et il avait été blessé par Ménélas. Ensuite, à la mort de Phorbe, son âme s'était incarnée en Hermotime. Puis, à la mort d'Hermotime, il était devenu Pyros, marin de Délos. À la mort de Pyros, il était devenu Pythagore et se souvenait de tout ce qu'on vient de rapporter. Bon, à part Hermotime, qui en soi est un penseur assez mystique pour son temps, les personnages qu'aurait incarné Pythagore font partie de la mythologie, ce qui couvre ce dernier d'une énorme mystique liée aux croyances et à la mythologie de l'époque. Bref, Pythagore est souvent qualifié de personnage semi-légendaire, tant par les qualités que par les croyances mystiques ou magiques que l'on lui attribue. Une croyance, liée à l'extrait que je viens de vous lire, revient souvent comme définition de Pythagore et de sa secte, la métempsychose ou transmigration des âmes. La métempsychose décrit le fait que l'âme immortelle peut changer de corps dès que celui-ci meurt et que le nouveau corps est choisi en fonction du mérite de l'âme. Ce concept est relativement identique à celui du karma, la loi qui décide du prochain corps en fonction du respect des règles de vie instaurées par l'hindouisme. Pythagore, lui, voit dans l'acquisition de connaissances scientifiques, le logos, le moyen de rendre son âme de plus en plus pure et proche de la vérité, vérité immuable et éternelle de l'univers. Pythagore corps serait donc en quelque sorte le siège de la méga-évolution de Pythagore esprit à l'issue de 216 ans de métempsychose à travers des personnages mythologiques. Ça fait beaucoup là, non? Bon, si on en revient à la vie de Pythagore en tant que tel, on raconte qu'il a beaucoup voyagé et vagabondé dans le vaste territoire grec. Il serait notamment passé par l'Égypte et la Perse, puis rentré à Samos, et aurait fini par quitter l'île pour raisons politiques. Enfin, il se serait installé à Crotone, de l'autre côté du continent, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est précisément à cet endroit que Pythagore aurait fondé sa secte, et ce grâce à la vive popularité qu'il connaissait là-bas. Dans Vie de Pythagore, Porphyre écrit ceci. Lorsque Pythagore eut débarqué en Italie et qu'il se fut installé à Crotone, les citoyens de Crotone comprirent qu'ils avaient affaire à un homme qui avait beaucoup voyagé, un homme exceptionnel. Après avoir servi de guide spirituel à l'Assemblée des Anciens par de nombreuses et belles interventions, il entreprit de conseiller les jeunes, cette fois sur les problèmes de l'adolescence, à la demande des magistrats de la cité. Puis ce fut les tours des enfants, accourus en masse des écoles pour l'écouter.
Et il en vint par la suite à organiser également des réunions réservées aux femmes. Tout cela ne fit qu'accroître sa réputation déjà grande. Donc là, on voit bien que Pythagore, en arrivant à Crotone, il s'est rapidement fait une popularité, il a progressivement fédéré la population, les femmes, les enfants, etc. Ce qui lui a permis au final de former une école ou une secte sans qu'il se fasse trop embêter, quoi. Et la secte se sera ainsi développée, jusqu'au point de mettre à mal la vie démocratique de Crotone. Étant donné qu'ils prétendaient être les seuls à détenir la vérité sur l'univers et avaient acquis une grande influence sur la ville, les pythagoriciens considéraient être les plus légitimes à gouverner la ville seuls, sans les citoyens élus. Et ça, pour l'intégrité d'une démocratie, C'est honteux! S'ensuit donc un clash politique qui se terminera par un massacre des pythagoriciens. What the fuck? Ouais, je sais, c'est chaud. La secte finit donc par s'éclater. Pythagore, toujours vivant, arrive à se réfugier à Métaponte où il finit par mourir. Mais la secte ne s'arrête pas là! Théo, c'est pas fini. Pythagore ainsi que les autres disciples rescapés ont entretenu la secte et ses rites de manière disséminée, notamment en Sicile et en Grèce actuelle. C'est ainsi bien plus tard, entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, qu'apparaît un nouveau mouvement sectaire de néo-pythagoriciens. Ce groupe, bien qu'il soit beaucoup plus tourné religion, s'inspire en grande partie des idées pythagoriciennes d'antan. Si on fait le calcul, ça veut dire que la secte s'est conservée en Tsum Tsum pendant grosso merdo 700 ans. Ouais, c'est pas dégueu, ouais. D'autant plus que le nom de Pythagore perdure encore aujourd'hui. Ce qui veut dire que la secte a plutôt bien fait son job. Bon, je parle de la secte depuis tout à l'heure, mais à quoi elle ressemblait? Et surtout, pourquoi utiliser le mot secte et pas un autre? Généralement, le terme secte est plutôt proche de celui d'école pour caractériser un courant de pensée en philosophie. Si on prend l'école platonicienne par exemple, on parle tout simplement de penseurs qui ont reçu l'enseignement de Platon, y ont adhéré et ou ont plus ou moins participé à sa perpétuation. Et pour les pythagoriciens, on pourrait dire que c'est le cas. Le nom de Pythagore a traversé les âges, et ce, grâce à de nombreux disciples. Jamblique en a répertorié 218 avec leur nom et leur ville d'origine. Donc minimum 218, c'est pas dégueu quand même. Mais les historiens préfèrent employer le mot secte pour les pythagoriciens, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, comme on a vu tout à l'heure avec la métempsychose, les pythagoriciens ne partageaient pas seulement des connaissances et des théories, mais des croyances sur le cosmos et l'âme qui occupaient une place centrale dans la secte. Ces connaissances étaient manifestement à l'origine de rites et de comportements alimentaires particuliers, comme le fait d'être végétarien, ou de ne pas manger de haricots rouges. Parce que les haricots rouges ressemblent à des fœtus. Voilà. J'ai pas spécialement de vanne. Ouais, c'est marrant. Les pythagoriciens, comme vous vous en doutiez sûrement, étaient foncièrement ésotériques. Tout ce qui se faisait et s'apprenait dans la secte devait être gardé secret par ses disciples. Mais qu'est-ce qu'ils devaient apprendre pour que ce soit si secret que ça? On en arrive au dernier point, la structure hiérarchique de la secte. Les disciples recevaient un enseignement différent selon leur degré d'initiation. Évidemment, Pythagore était tout en haut de la hiérarchie, en figure de dieu ou demi-dieu, et les disciples étaient regroupés en deux catégories. Les non encore initiés recevaient un enseignement sous forme de maximes sur la secte en tant que telle, son fonctionnement, ses restrictions, etc. L'ensemble de ces enseignements prenait le nom grec d'akousmata, les choses entendues, d'où le fait que la première catégorie de disciples était appelée acousmaticiens. Une fois initiés, les adeptes recevaient des enseignements théoriques de Pythagore lui-même, cachés derrière un drap selon la légende, et qui dévoileraient les grands secrets de l'univers et de son organisation. Ces études, portant sur les nombres, la théorie musicale, la géométrie ou encore le mouvement des étoiles, portaient le nom général de mathémata, faisant des initiés des mathématiciens dans un sens un peu différent que celui d'aujourd'hui. Dans ce sens-là, pour faire simple, les maths, c'est toutes les sciences grecques de l'époque dans lesquelles on pouvait retrouver les nombres comme objets. Si cette forme des maths constitue le stade ultime de l'enseignement pythagoricien, ce n'est pas pour rien, car selon eux le nombre, en tant qu'objet abstrait, est l'arché. C'est le principe fondateur de tout ce qui existe dans l'univers, c'est la chose antérieure à tout le reste, bref, c'est la base de tout. Si vous voulez savoir pourquoi et comment le nombre était le cœur des croyances pythagoriciennes, il va falloir attendre le prochain épisode. Je vais traiter les pythagoriciens en deux parties. Premier épisode, histoire de la secte de manière générale, et épisode 2, croyances et mathématiques de la secte. Comme ça, je fais les deux distinctement, et je vous impose pas des maths si vous en voulez pas, vous pouvez vous arrêter là. Cependant, pour ceux qui veulent continuer et regarder l'épisode 2, qui arrive prochainement, ce sera des maths très simples, très élémentaires, niveau collège, avec des fractions, des carrés et des rectangles, donc pas de quoi s'affoler, ça ira très bien, et vous pourrez suivre tout du long, a priori. L'épisode 1 est donc terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et si vous avez encore des questions concernant Pythagore, sa secte et son histoire, je vous invite à les poser en commentaire et à regarder les quelques liens que j'ai mis en description. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre la chaîne et être tenu au courant des vidéos à venir.
Et pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, où je posterai régulièrement des mèmes et des anecdotes en dehors des vidéos de cette chaîne. Si vous voulez soutenir directement mon projet de vulgarisation scientifique, qui n'en est qu'à ses débuts, vous pouvez aller sur ma page Tipeee et me laisser un don de votre choix. N'importe quelle somme fera mon bonheur, vraiment. Ou sur Utip, qui est un peu moins connu, où vous pouvez m'aider simplement en regardant des pubs ou en les laissant tourner en fond, sans dépenser un seul centime, voilà. Tout est dit, tout est en description. Sur ce, je vous dis salut, et à très vite pour l'épisode 2 et de nouvelles investigations.